Ce que personne ne te dit au sujet du rôle de bras droit dans les entreprises, ça va être le sujet de la vidéo du jour avec Xerus. On va parler de ça parce que la personne en fait ne parle du vrai rôle stratégique d'un bras droit au sein d'une entreprise. Et si tu passes à côté de ça, eh ben, c'est pas étonnant que t'aies pas les résultats que tu veux au sein de ton entreprise. Donc, ce que je t'invite, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va te partager, on va commencer déjà par voir les mythes à travers ce rôle de bras droit, mais aussi on va te partager les meilleurs conseils et notamment le conseil le plus contre-intuitif pour devenir un bras droit incontournable et vraiment efficace dans une entreprise en ligne. Et pour commencer, on va commencer par la première partie qui est le mythe autour du rôle de bras droit au sein d'une entreprise. Et sur ça, Xavier, je voulais séparer aussi sur deux points parce que quand on parle d'une entreprise, il y a deux types d'entreprises. On va y avoir on va dire les grosses entreprises qui commencent à faire beaucoup de profits et qui du coup ont des équipes assez chargées, où il y a du monde dedans. Et il va y avoir des entreprises un peu plus petites qu'on a aussi, nous aussi, l'habitude des fois d'accompagner, des entreprises qui vont, euh, vont contenir peut-être 5 à 10 personnes dans l'équipe. Et j'ai l'impression qu'il y a deux rôles différents sur le bras droit en termes de mythe. Le premier mythe, c'est pour une entreprise qui est assez développée, qui est assez avancée, c'est de prendre un bras droit qui devrait être un spécialiste d'un domaine très précis. Et le deuxième cas, dans le cas d'une entreprise un petit peu plus petite, c'est le cas où le bras droit, en fait, il a un peu une fonction de secrétaire, tu vois. Il sait un peu, il sait rien faire, mais il connaît tout. Et puis il va juste on va juste lui dire quoi faire, il va faire quoi faire, et il va pas avoir, ça va être un peu un presse-bouton. Il va pas forcément chercher à penser ou à challenger ou à réfléchir à l'entreprise. Et j'ai l'impression qu'on peut tomber facilement dans ces deux cas. Je voulais savoir ce que tu en penses et ce que tu avais à dire sur ces cas-là et pourquoi c'est pas la bonne clé en fait de se comporter ni dans l'un, ni dans un spécialiste, ni dans une secrétaire. Yes. Du coup, pour développer sa carrière, en fait, on a plusieurs choix. Et comme tu dis, il y a des risques et il y a des pièges dans lesquels ne pas tomber. Et là, le premier piège, c'est de rester dans le rôle d'exécutant, à attendre, juste attendre qu'on nous dise quoi faire, exécuter. Et finalement, dans l'exécution, c'est être remplaçable par n'importe quelle personne qui sait exécuter et attendre des directives. Ça, c'est le premier piège, puisque au final, on a un peu ce rôle, comme tu dis, ouais, d'assistant, d'assistant virtuel, de secrétaire qui va juste faire les choses qui ont besoin d'être faites, tu vois. Ça, c'est un risque, puisque on n'est pas proactif dans ce rôle-là. Et du coup, on est également limité dans nos revenus, puisque on va généralement, quand on fait ça, on va généralement facturer à l'heure et on n'est pas on n'est pas une vraie personne de valeur clé pour l'entreprise. Et le deuxième point, c'est de devenir un spécialiste. Et généralement, voilà, la plupart des gens conseillent de se spécialiser, d'avoir une compétence très précise, le copywriting, le marketing, les publicités, la vente, etc. Et en fait, les, les- si tu veux devenir bras droit, c'est un mythe, c'est pas le chemin qu'il faut que tu empruntes. Et on va te donner, dans la suite de cette vidéo, les différentes clés que tu devrais emprunter. Mais pourquoi c'est pas le chemin qu'il faut que tu empruntes? Parce que généralement, dans les entreprises en ligne, il y a, par exemple, sur une équipe de 10 personnes, il va y avoir 9 spécialistes. Et du coup, sur 9 spécialistes et le CEO, et finalement, on se retrouve avec plein de gens qui ont des compétences très précises sur des domaines très précis, qui sont incapables de travailler entre elles. Et qui ne veulent pas travailler entre elles correctement, puisque le spécialiste de l'emailing va dire, mais moi, je ne fais que l'emailing, je ne touche pas au reste. Donc, si- je ne veux, voilà, s'il y a un problème d'ads, c'est pas mon problème. Et on se retrouve avec des problèmes systémiques dans l'entreprise où le CEO va être constamment en train d'éteindre des feux et il n'y a pas de lien, de centralisation de la communication, des données entre toutes ces personnes pour qu'elles travaillent ensemble. Et du coup, si aujourd'hui tu veux devenir bras droit, bah, c'est deux pièges dans lesquels ne pas tomber. C'est devenir le petit assistant virtuel secrétaire qui va exécuter. Et deuxièmement, c'est devenir un spécialiste qui va s'occuper que d'un truc très précis, puisque c'est pas ça le rôle de bras droit. Et on va le définir dans la suite de cette vidéo. Ouais, et puis même avant de le définir, il y a un élément aussi sur lequel je veux rebondir, c'est que tu as commencé à parler de l'inconvénient de tomber dans ce rôle-là enfin de l'inconvénient du point de vue de ce bras droit-là, en disant, bah voilà, si forcément t'es plutôt type secrétaire, presse-bouton, ou même spécialiste que sur un domaine, tu vas être capé sur tes résultats et ça va pas forcément, tu vas pas pouvoir te rémunérer
plus que ça et tu vas être limité dans ta croissance. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que du coup, donc, ça limite aussi l'entreprise, comme tu viens de l'expliquer. Et très souvent, en fait, tes résultats financiers, tes résultats en termes de carrière, ils vont être corrélés aux résultats de l'entreprise. Parce que plus l'entreprise génère de l'argent, plus déjà, ça sera facile pour ton entrepreneur de pouvoir, pour ton CEO de pouvoir te rémunérer plus. Mais surtout, plus l'entreprise génère de l'argent et plus génère de la croissance, et plus toi, tu contribues à apporter de la valeur à l'entreprise, bah, plus du coup, tu deviens indispensable et plus on va te payer pour que tu restes et que tu continues de faire ce que tu fais. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre comment est-ce que le bras droit peut apporter plus de valeur à l'entreprise, dans quelle position il peut apporter beaucoup plus de valeur, parce qu'il y a enfin, il y a de fortes chances que si tu apportes plus de valeur, tu sois aussi plus rémunéré, ou en tout cas, c'est qu'une question de temps pour que ce soit le cas. Et donc, du coup, ça devient un cercle vertueux dans lequel l'entreprise gagne plus d'argent parce que tu apportes plus de valeur. Toi, tu apportes plus de valeur, donc déjà, tu es reconnu pour ce que tu fais et c'est plus épanouissant. Tu es mieux payé et tu deviens indispensable, donc t'as une sécurité qui se crée, tu es de moins en moins remplaçable. Donc, pour comprendre ça, on va parler du coup d'abord des responsabilités clés, selon nous, d'un bras droit qui serait vraiment efficient dans une entreprise. Tu veux commencer là-dessus? Yes. Donc, il y a trois responsabilités principales qu'on va donner dans l'ordre d'importance. Enfin, dans l'ordre de l'inverse de l'importance. Donc, on va commencer par les responsabilités qui sont moins importantes et finir par celles qu'il faut absolument pas que tu loupes. La première responsabilité, c'est de traduire la vision de l'entrepreneur en plan concret, en plan actionnable, en quelque chose en projet que tu peux suivre et qui vont être très concrets pour les équipes qui vont les exécuter. Toi, en tant que bras droit, c'est pas ton rôle de tout exécuter. T'es pas là juste pour tout faire et gérer tous les incendies. Tu es là, premièrement, pour traduire la vision de l'entrepreneur. Et ça permet en fait, ça apporte énormément de la valeur à l'entreprise puisque l'entrepreneur c'est pas son rôle de traduire sa vision en plan actionnable. Son rôle, c'est d'avoir cette vision et d'inspirer les équipes, de donner les ressources aux équipes pour pouvoir exécuter cette vision. Mais s'il y a personne qui est capable de traduire la vision de l'entrepreneur en un plan très concret avec des deadlines sous forme de projet, etc., bah, au final, on est dans une entreprise qui devient un chaos total. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce premier point? Non, non, je suis totalement d'accord. Point suivant. Yes. Est-ce que tu veux donner le deuxième point? Ouais, le deuxième point, ça va être de structurer l'ensemble du coup des opérations de l'entreprise. Et par structurer l'ensemble des opérations, ça passe en amont par comprendre, et c'est ce que tu en as parlé beaucoup dans pas mal de vidéos, pas mal d'anciennes vidéos. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a pas mal d'anciennes vidéos où Xerus il en a parlé de ce sujet-là, d'être un bon généraliste. Et bon généraliste, et tu as bien précisé dans pas mal de contenus de dire, c'est pas parce que je suis généraliste que je dois être moyen partout. Non, non, je dois être bon partout. Je suis pas le meilleur, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes, mais je dois être bon partout. Et en fait, d'être bon partout, ça permet d'avoir une compréhension de tout ce qui doit être fait à tous les étages. Et donc, du coup, ça permet de fluidifier toutes les opérations. C'est-à-dire que je sais qui s'occupe de quoi à chaque endroit et je peux du coup faire en sorte que les process se fonctionnent bien, de gagner du temps quand c'est possible en l'automatisant, de gérer les équipes, de vérifier que tout se passe bien tout simplement et d'avoir une vision globale de priorité. Parce que quand tu es spécialiste, bah, dans ta tête, la priorité, c'est ta spécialité. Donc forcément, tu vas te dire, toute l'entreprise devrait se mettre à mon service de ma spécialité. Si tu as cette vision globale que, qu'on invite les bras droits à avoir et qui ne doit pas dépendre, selon nous, des chefs d'entreprise. Le bras droit doit avoir ce pouvoir-là aussi de comprendre la vision globale et de comprendre où veut aller l'entreprise et donc de comprendre ce que veulent chaque spécialiste, ce que veut l'entreprise et parmi ça, de pouvoir être capable de hiérarchiser sur quoi est-ce qu'on met l'énergie, sur quoi on met notre focus parmi les spécialistes au sein de l'équipe. Ça, c'est ce qui me paraît hyper important dans cette deuxième responsabilité, on va dire, de structurer les opérations. Yes. Et la troisième chose, avant qu'on parte dans la partie 3 et qu'on vous explique pourquoi ce rôle est si vital pour les entreprises, la troisième responsabilité d'un bras droit, c'est le fait d'anticiper les crises, d'anticiper les changements dans l'industrie, d'anticiper toutes les situations potentiellement à risque pour pour pouvoir mettre en place des projets liés à cette anticipation.
Et du coup, c'est un vrai rôle de prévision, de stratégie, et ça demande en fait de se former en continu sur quelles sont, quelles sont les tendances de l'industrie, quels sont les risques de l'entreprise. Si on met en place cette chose-là, quelles sont les conséquences à moyen et long terme de cette chose qu'on met en place concrètement. Euh, et ça, en fait, c'est carrément sortir du rôle de l'exécutant ou de l'opérationnel, et c'est avoir un rôle beaucoup plus stratégique et d'anticipation qui est tellement vital pour l'entrepreneur et l'entreprise, puisque l'entrepreneur va être capable d'avoir une lecture du marché, une lecture de son entreprise, mais il est toujours biaisé puisque c'est son entreprise. Toi, tu arrives avec un regard extérieur, un regard euh, de l'industrie des tendances, et tu es capable de lui donner en fait cette direction, ce qui va, ce qui est très très valuable pour un entrepreneur. Puis si tu veux pouvoir euh, laisser le côté visionnaire de ton entrepreneur, de ton chef d'entreprise, lui garder ce côté visionnaire, bah, il faut en contrepartie qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de mesurer les risques, d'anticiper, de prévoir, de faire en sorte que ça fonctionne et que ça marche. C'est un peu... alors, j'espère qu'on on s'attirera pas les foudres sur ce passage-là, mais c'est un peu ce truc de le papa qui va... en tout cas, moi, c'était le cas dans ma famille. Donc, le papa qui va avoir tout de suite les idées de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut jouer, comment on peut s'amuser, et la maman qui va dire, OK, on va y aller, on va s'amuser, mais on va cadrer, on va budgétiser, on va regarder comment c'est faisable, dans quel emploi du temps ça rentre. Et sans vouloir figer ça, ces rôles-là, c'est pas le but de la discussion, mais de dire tout simplement que pour que votre chef d'entreprise il puisse avoir ce rôle-là, du coup, de vision, qu'il puisse laisser exprimer sa créativité, bah, il faut qu'il puisse se détacher de toute cette gestion, organisation et traitement des risques, et que vous puissiez l'apporter, la cadrer et qu'il sache en fait que, OK, je peux aller explorer à fond la vision que j'ai quelqu'un qui va sécuriser aussi ce que je fais, quoi. Yes. Du coup, on va parler dans la suite de cette vidéo des compétences indispensables pour devenir bras droit, puisque ce qu'on a partagé ici, eh bien, ce sont les responsabilités. Mais ça demande certaines compétences, des compétences qui sont assez pointues et parfois contre-intuitives. Et avant de parler de ça, on va parler de pourquoi ce rôle de bras droit, c'est si vital pour les entreprises en ligne. Ouais, je vais dessus. Yes. Ce rôle, en fait, il est important parce que l'entreprise, il y a plein, il y a plusieurs niveaux, il est important. Ça dépend le stade où se trouve votre entreprise, mais l'idée, c'est de comprendre que au début, votre chef d'entreprise, quand il crée son entreprise, il est tout seul, il fait tout seul. Ensuite, il va y avoir un temps où soit il va recruter tout de suite quelqu'un pour l'épauler, et donc là, on peut avoir tout de suite besoin d'un bras droit qui va pouvoir lui permettre de se décharger de certaines tâches pour qu'il puisse se focaliser sur les tâches qui apportent le plus de valeur à l'entreprise. Ou alors, des fois, on va avoir des entrepreneurs qui vont décharger que des points spécifiques et vont prendre des spécialistes. Et donc, du coup, ils vont arriver à ce problème dont on parlait avant d'avoir une petite équipe, mais qui est composée que de spécialistes. Et donc, du coup, il est constamment en train de micromanager tout le monde. Et donc, du coup, il va avoir besoin de quelqu'un qui va venir faire le liant pour l'entreprise. Et donc, pour qu'il puisse vraiment se focaliser sur ce qui apporte le plus de valeur à l'entreprise et que seul lui peut faire. Et qu'il ait quelqu'un sur qui se reposer, un bras droit, qui fait la transition entre la vision et la direction du chef d'entreprise et la mise en application des équipes. Et ensuite, plus l'entreprise va grandir et grossir et plus elle va arriver en croissance, plus il va y avoir des nouveaux besoins. Parce que à chaque fois que l'entreprise va avoir une croissance, plus elle va avoir besoin de se structurer et de s'adapter à cette croissance. Et au plus la croissance est rapide, au plus le besoin de structuration va être urgent et va même devenir critique, parce que ça peut du coup limiter l'entreprise. Il va y avoir aussi besoin de ce côté où j'anticipe les risques, où je regarde un peu d'un regard extérieur ce que le chef d'entreprise est en train de faire pour pouvoir éviter que le chef d'entreprise sorte de la vision qu'il avait, qu'il dévie de ça, et pour pouvoir rester en fait aligné avec la vision et faire en sorte de faire les bons choix et qu'il ne soit pas drivé par les mauvaises décisions. Et également pour avoir plus de stabilité dans l'entreprise, faire en sorte que tout fonctionne bien comme une harmonie, que tout soit joué sur la bonne partition et que ça fonctionne bien de ce côté-là, quoi. Est-ce que, est-ce qu'on donnerait pas rapidement peut-être un exemple? Est-ce que tu as un exemple en tête d'entreprises sur lesquelles il n'y avait pas une personne, justement, un bras droit qui avait vraiment ce rôle de je comprends tout, je vois où ça va aller et j'arrive à manager tout le monde, et justement où ça a limité l'entreprise? Tu aurais un exemple concret à donner? Ouais. Euh,
Je suis intervenu sur une mission d'une entreprise qui fait plusieurs millions récemment pour l'installation d'un logiciel. Et donc, c'était une mission très spécifique que j'ai acceptée, voilà, que j'ai acceptée parce que c'est des personnes que je connaissais. Et du coup, j'ai intégré l'entreprise et j'ai commencé à réaliser cette mission. Et en fait, c'est une mission qui, théoriquement, aurait dû me prendre 3 jours. Tout pour tout, 3 jours, et ça suffit. La réalité, c'est que cette mission m'a pris 2 mois et elle est toujours pas terminée, puisque pour avoir une information, pour exécuter la mission, je suis obligé de demander à une personne qui va demander à une autre personne, qui va demander à une autre personne, qui me renvoie vers la première personne, qui va lui, elle, demander à cette sixième personne pour enfin que j'ai accès à ma réponse. Et en fait, toute cette communication, ça va prendre peut-être 2 semaines pour avoir une information, pour faire avancer juste genre 5% du projet. Et ça, en fait, la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que l'entreprise n'est composée que de freelances externes spécialistes qui n'ont juste pas accès aux informations que je leur demande. Parce que, en fait, elles se concentrent sur leur petite spécialité. Alors que si je communiquais avec un bras droit, qui a accès à l'ensemble des choses, qui communique avec l'ensemble des spécialistes, ça, n'a- ça- le projet aurait mis beaucoup moins de temps pour être réalisé, puisque j'aurais pu avoir accès aux informations très rapidement. J'aurais pu faire avancer le projet, en fait. Ah, génial. Et à bien comprendre, hein, prendre moins de temps à réaliser le projet. Bien sûr, on comprend tout de suite le côté, bah, plus vite le projet est réalisé, plus vite on fait du chiffre d'affaires, plus vite on fait de l'argent. Mais il y a aussi le côté inverse, c'est si le projet il n'est pas réalisé, il y a aussi des risques. Et les risques, c'est que l'entreprise soit obligée de s'arrêter parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Alors, peut-être pas dans cet exemple-là, mais en tout cas, Si, voilà, si, ouais. ok, bon, bah, carrément. Donc du coup, ça peut vraiment être dangereux pour l'entreprise. Et on a, en tout cas, je pense à d'autres clients avec qui on a déjà travaillé où on a dû à des moments dire là, en fait, ça avance trop vite par rapport à ce que vous êtes capable de gérer. Il faut qu'on arrête parce que sinon, ça va juste tout exploser. Donc c'est vraiment un rôle qui est essentiel. On enchaîne Ouais. sur la dernière partie, du coup, les compétences du coup indispensables si jamais tu es bras droit, ou en tout cas tu veux devenir bras droit ou que tu l'es, et que tu veux vraiment apporter de la valeur à ton entreprise, faire en sorte qu'elle ait une croissance qui fonctionne bien, qui soit stable, qui soit harmonieuse, et du coup monter en valeur avec ça. Yes. Donc, parmi les compétences, il y en a trois. On va en dévoiler trois dans cette vidéo. Et on va terminer par, à mes yeux, après avoir travaillé pendant 5 ans en tant que bras droit pour des entrepreneurs en ligne, on va terminer par la compétence la plus essentielle, selon moi, parce que je pense que c'est ce qui a le plus de valeur. Donc, la première, c'est l'analyse stratégique. Être capable de regarder un système et de voir en fait dans ce système, donc un système c'est une entreprise, c'est une entreprise en fait c'est composé de plein de systèmes, il y a les systèmes humains, il y a les systèmes techniques, il y a les systèmes marketing, il y a les systèmes de vente, il y a les systèmes de livraison. Du coup, de comprendre en fait comment fonctionne l'entreprise, analyser, voir dans le mécanisme où ça bloque et à partir de là proposer en fait mon analyse et montrer en fait là où je vois les éléments bloquants pour pouvoir prendre des décisions et orienter les projets les plus importants par rapport à la période de temps dans laquelle on est, tu vois. Ça, c'est la première compétence. Est-ce que c'est assez clair, cette compétence, ou tu veux rajouter des choses? Non, je pense qu'elle est claire. On peut passer sur la suivante. Ok. La deuxième compétence, eh bien, c'est le fait de savoir travailler en équipe et se connaître, en fait. C'est gérer, connaître le coaching, savoir coacher des dirigeants, euh, connaître les autres, savoir les manager. Je sais pas si tu veux ajouter des choses aussi sur ce point-là. Je pense que c'est un point en plus que tu maîtrises bien, le coaching de dirigeants. Ouais, sur ce point-là, ça me paraît hyper important. Autant dirigeants, comme tu dis, que les équipes, parce que si je comprends pas, justement, on donnait l'exemple tout à l'heure de, on va bosser avec des spécialistes et chaque spécialiste veut que toutes les ressources soient données pour sa spécialité parce qu'il a l'impression que c'est lui qui apporte le plus de valeur à l'entreprise. Donc, pour pouvoir manager et diriger des équipes, il faut comprendre, il faut être capable de se mettre dans la peau de son dirigeant et dans la peau de tous les membres des équipes. Et du coup, il faut comprendre ce que chaque membre des équipes veut
comment est-ce que lui fonctionne, qu'est-ce qui est important pour lui, pour pouvoir faire en sorte de faire matcher les besoins de l'équipe, enfin en tout cas de l'équipier, on va dire, avec les besoins de l'équipe au sens large et de l'entreprise et du chef d'entreprise, du dirigeant. Et il faut également être capable de comprendre ce que veut le dirigeant et quelle est sa priorité. Je dis souvent qu'il faut être capable de comprendre le besoin derrière le besoin. Il nous demande quelque chose, il faut être capable de comprendre le besoin derrière la demande. Parce que si je comprends pas ce qu'il veut au fond, bah, il sera peut-être déçu derrière et je vais pas l'aider. Donc, point hyper important. Et la dernière compétence, très, très importante, c'est le leadership. Le leadership, c'est être capable de prendre les devants avant même qu'on me demande sur des projets, sur une vision, sur le fait de coordonner les équipes, sur le fait de mettre des deadlines. C'est la compétence la plus essentielle. Et en fait, pour avoir du leadership, il faut être bon et savoir qu'on est bon. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un gros problème, c'est que pourquoi on manque de leadership? Premièrement, soit parce que on n'est pas assez bon. Deuxièmement, soit parce que les gens pensent qu'on n'est pas assez bon, même si nous, on croit qu'on est bon. Tu vois. Donc, ils ne nous respectent pas. Et en fait, pour développer son leadership, la première chose à faire, c'est de développer ses compétences. C'est d'être, en fait, la personne qui sait mieux que tout le monde, pas n'est meilleure dans les spécialités, mais sait mieux parce que elle a accès à un panel de compétences différentes et de data différentes dans l'entreprise qui fait que elle sait mieux parce qu'elle a juste plus d'infos, tu vois. Il faut être capable d'être bon. Je dis ça parce que énormément de gens pensent qu'ils sont bons quand la réalité montre que ils sont pas si bons parce qu'on est capable de de remettre en question ce qu'ils disent en 2-2, enfin Ouais, super rapidement. je suis d'accord avec toi. Je vais appuyer aussi là-dessus parce que je suis d'accord avec toi, c'est trop important. Quand tu dis que la plupart des gens pensent être bons, pourquoi tu dis ça? Parce qu'on le voit, en fait, les gens avec qui on échange, on discute, très souvent, ils nous disent, bah, les compétences, je les ai, et puis si j'arrive pas si mon entreprise marche pas comme je veux, quand ils parlent de leurs dirigeants ou de l'entreprise dans laquelle ils bossent, etc., bah, c'est pas à cause de mon manque de compétences, c'est à cause d'autres choses ou autre chose. Mais la réalité, c'est que si tu es vraiment bon, tout le monde s'arracherait pour travailler avec toi et tu n'aurais pas de soucis aujourd'hui. Donc, déjà, il y a ce premier point. Et le deuxième point, j'aime bien cette métaphore avec la boxe. Si t'es bon en boxe, t'as beau être mauvais dans la manière de te vendre pour les combats, etc. Si tu fais que gagner, tôt ou tard, de toute façon, tu seras le numéro un et tout le monde te respectera et tout le monde aura envie de te voir combattre. Et bah là, c'est un peu la même chose. Bosser sur tes compétences tout le temps, faire en sorte d'être meilleur dans ce que tu fais, ça fait que tôt ou tard, les gens ils vont t'écouter. Même si au début, ils n'ont pas confiance en toi, comme tu dis, même si au début, tu n'as pas ce leadership naturel, bah, si à chaque fois que tu l'ouvres, ils se disent, waouh, il a raison, je ne l'avais pas vu comme ça, et quand on fait ce qu'il nous dit, ça marche, bah, au bout d'un moment, en fait, ils vont même venir te chercher pour savoir ce que tu en penses. Exactement. Et si c'est pas le cas, la réalité, c'est juste que t'es pas assez bon. Genre, factuellement, hein. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment est-ce que le bras droit va structurer, va exécuter, faire exécuter, stabiliser une entreprise, amener de la croissance. Et on a bien vu que ce rôle, c'est plus que juste le rôle d'un assistant virtuel d'un spécialiste. C'est le pont entre la vision de l'entrepreneur et la réalité qui est créée, enfin, ouais, la réalité de cette vision qui devient réelle. Cette phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Si vous voulez en savoir plus, du coup, sur comment devenir bras droit, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne et vous retrouverez une formation qui va encore plus en profondeur dans le premier lien en description. Et dites-nous en commentaire également, après vous êtes inscrit à cette formation, dites-nous quel aspect du rôle de bras droit vous surprend le plus dans ce qu'on a partagé et vous plaît le plus également. Ça nous permettra de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. Merci Alexandre pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une À bientôt. nouvelle vidéo.